Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir, au nom des organisateurs, le comptoir immobilier, avec la coopération de la Chambre du commerce, de l'industrie et des services de Genève, la CCIG, de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième session, à la deuxième fois où on met les pieds dans le pave. Enfin, vous, pour la plupart d'entre vous, vous les avez depuis longtemps, les pieds dans le pave. Et je vais passer tout de suite la parole pour quelques mots de bienvenue à Monsieur Philippe Mechinger, directeur général du comptoir immobilier. Merci Thierry. Donc, au nom du comptoir immobilier, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à cette deuxième édition du débat Les pieds dans le pave. Je vous remercie d'être aussi nombreux et présents aujourd'hui. Ça nous réconforte toujours et ça nous motive pour organiser ce type d'événement à l'avenir également. Je souhaitais aussi remercier la Chambre de commerce avec laquelle nous avons mis sur pied cet événement, que je remercie tout particulièrement. Au niveau des intervenants, donc, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau cette année Madame Isabelle Giraud, directrice de l'Office de l'urbanisme, sa collègue Madame Nathalie Luyet-Girardet, directrice des missions parallèles et notamment en charge du projet Praille Acacia Vernet. Monsieur Yves Cretny, directeur général de la Fondation pour les terrains industriels de Genève, en abrégé FTI. Je me permets de le dire parce qu'on n'est jamais très précis avec le terme en entier, puisque c'est directeur de la Fondation pour les terrains industriels de Genève. Monsieur Michel Balestra, qui nous fait aussi la gentillesse d'être présent pour la deuxième année consécutive, qui lui représente l'association Praille-Grosselin, et monsieur Yann Borgstedt, également présent pour la deuxième édition, président, de l'association des entreprises du quartier de l'Étoile. Monsieur Thierry Opicofer, donc, qui va animer ce débat. Je te remercie de nous faire l'amitié d'être présent à nouveau, Thierry. Et puis, on te laissera animer ce débat. J'espère qu'il sera intéressant et que tu seras performant comme d'habitude. J'espère que ce débat vous permettra d'apprendre davantage sur ce projet très important et qui apportera certaines réponses à vos interrogations. Au vu de l'envergure du projet, le comptoir immobilier a mis en place une équipe PAV avec quelques spécialistes dont vous trouverez les noms dans la documentation qui vous est remise et qui sont présents, qui sont là pour vous renseigner et vous conseiller cas échéant. Donc, je ne voudrais pas être plus long. Je vous souhaite donc un excellent débat et une excellente continuation de journée. Je vous remercie beaucoup. Merci Philippe Mechinger. Je ne sais pas à moi d'être performant, à vrai dire. C'est à nos orateurs, dont certains reviennent en deuxième année. Donc, il n'y a pas d'éliminatoire, je les rassure tout de suite, notamment pour les deux nouveaux participants. Alors, nous allons commencer, je pense, Madame Giraud, par un petit film. Vous voulez nous faire un peu de cinéma. C'est très à la mode dans ce centre commercial. Ils sont en train d'en construire. Vous allez nous présenter un petit film en préambule et ensuite vous nous direz tout ce que vous avez fait pendant cette année qui nous sépare de la première session des pieds dans le pave. Voilà, tout à fait. On a effectivement pensé que cette année, le plus efficace pour laisser une large place au débat, c'était de commencer par le petit film qui a été présenté dans le cadre des journées portes ouvertes de l'exposition qui a été faite sur le PAV dernièrement, au mois d'août, enfin la sortie du mois d'août d'ailleurs, c'était le mois de septembre. Ce petit film dit à peu près tout, de façon extrêmement concise. Il met en scène, vous verrez, notre architecte cantonal avec grande efficacité. Et donc ça nous paraissait le plus pratique et le plus efficace. Très bien, alors lançons la diffusion. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène faire un tour sur le PAV, le quartier Praille Acacia Vernet. Le PAV, vous en avez tous certainement déjà entendu parler, mais bientôt c'est vous qui en parlerez. En 2014 en effet, nous ouvrirons la consultation publique sur le nouveau plan directeur de quartier PAV. Ce film doit vous permettre de saisir les enjeux de cette consultation et d'y participer activement. Pour éviter de construire n'importe quoi, n'importe comment, il convient de se mettre d'accord sur quelques grands principes.
C'est à ça que doit servir le futur plan directeur de quartier Pave. Il liera les communes de Loncy, Carouge et Genève, ainsi que le canton, sur la base de ces grands principes. Pour préparer ce document, des équipes d'architectes, d'urbanistes et d'ingénieurs ont réalisé de nombreuses études et des concours pour mieux comprendre le quartier. Allons voir directement sur le site comment ça se passe. Commençons par l'eau qui a modelé ce territoire. Chacun sait à quel point un fleuve embellit une ville. Eh bien, le Pave, qui est bordé par l'Arve, en tirera le meilleur profit. Et puis, il y a l'Aire, qui a été renaturé en amont, mais qui disparaît sous la terre, juste ici, à Pont-Rouge. Une rivière en sous-sol, c'est la pire des configurations aux 4 crues. La même chose est vraie pour la Drise. Nous verrons s'il est possible de faire revivre ces cours d'eau pour qu'ils puissent à nouveau, ici ou là, courir en surface, rafraîchir et égayer les quartiers. Regardez-moi cette vue, c'est magnifique. Sur le Pave, depuis plein d'endroits, on voit le Salève et le Jura. Dans une ville dense, c'est essentiel, sinon on aurait l'impression d'étouffer. Les architectes devront donc construire de manière dense, mais tout en préservant cette relation au grand paysage. D'ici, on peut apercevoir la trace verte de la moraine glaciaire. Elle marque la limite du quartier Pave, lequel a été formé par les dépôts sédimentaires des rivières qui le traversent. Le Pave a donc un sous-sol plutôt meuble, avec 2 nappes phréatiques superposées. Cela aura bien sûr un impact sur la manière de construire les immeubles, pour ne pas polluer les nappes et garantir la stabilité des bâtiments. Globalement, on gardera le tracé actuel des rues, mais il faudra les aménager soigneusement. Sur les 230 hectares du Pave travaillent aujourd'hui 27 000 personnes et 2500 entreprises. Rien à voir donc avec les anciens docks de Londres, où l'on pouvait tout raser et reconstruire. Ici, la zone industrielle est prospère. Même si 80% du sol est en main publique, les entreprises jouissent de droits de superficie pour plusieurs décennies encore. La mutation du quartier devra donc se faire sur plusieurs décennies aussi, par petits bouts. Et cette mutation se fera avec les entreprises, pas contre elles. Et puis, il y a la mobilité et la logistique. Avec la gare de triage, nous avons de la chance. Elle permet d'acheminer des milliers de tonnes de marchandises dans et hors de la ville. Sans elle, vous imaginez les milliers de camions supplémentaires tous les jours dans les rues de Genève. En même temps, il faut tenir compte du bruit des trains et des risques d'accidents. C'est pourquoi, dans cette zone, on intensifiera les activités logistiques plutôt que d'y construire des logements. Je vous rappelle que la loi Pave, votée par le Grand Conseil en juin 2011, exige un nouveau logement pour chaque nouvel emploi. Là encore, les architectes devront faire preuve d'imagination pour organiser cette cohabitation. Et protéger les habitants du quartier contre les nuisances de la route, ce qu'a très bien imaginé le projet lauréat du concours de la Marbrerie. Il faudrait pourtant que les premiers futurs habitants n'aient pas à attendre des décennies pour bénéficier des nouveaux espaces publics et avoir une belle qualité de vie. Sur le site de la caserne des Vernets, où nous venons de lancer un concours investisseurs architectes pour la construction de 1500 logements d'ici quelques années déjà, cette question sera évidemment au cœur des préoccupations du jury. À propos des espaces publics, les 3 communes et le canton se sont entendus pour l'aménagement d'un grand parc public qui aura à peu près la taille du parc des Eaux Vives. Et puis à la formidable opportunité de Seva, qui entrera en service dans quelques années avec 2 stations sur le Pave, Loncy-Pont-Rouge et Carouge-Bachet. Ces stations seront des points de connexion de divers modes de transport, mais aussi des lieux de vie, des espaces publics, des cafés, des commerces. Les habitants du Pave pourront donc directement sauter dans le train pour se rendre n'importe où en Europe ou en Suisse. Ces gares verront circuler davantage de passagers que celles de Toulouse ou de Bordeaux. Autour de ces gares, nous avons prévu de vastes espaces publics pour pouvoir flâner, se déplacer aisément. À pied, à vélo, en trottinette, en tram ou même en voiture.
puisque je vous le rappelle, une autoroute débouche sur le Pave. Il faudra imaginer des formes urbaines originales, construire de manière plus dense, de manière à éviter le gaspillage du sol, mais aussi pour laisser d'abondantes surfaces pour les places, les rues, les venelles, les sentiers, les ruisseaux, les parcs. Le plan directeur du quartier Pave doit répondre à toutes ces contraintes. Pensez-y lorsque vous serez consulté. Pour ma part, je vous fixe rendez-vous l'année prochaine pour faire un nouveau point à propos du Pave. Voilà, on voit que c'est très physique d'être architecte cantonal parce que circuler sur la route des Acacias à vélo en regardant absolument pas ni devant ni à côté, c'est assez audacieux, mais enfin on sait que notre ami Della Casa n'a pas peur de porter le chapeau. Alors, je vais maintenant demander tout de suite peut-être à Madame Giraud ce qui s'est passé depuis le premier point d'étape, parce qu'on parle toujours de projets à relativement long terme. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit calendrier un peu plus précis que l'année dernière et nous dire ce qui a été fait pendant cette année, de manière à ce que les entrepreneurs qui, eux, regardent souvent à moyen terme, voire à court terme, le développement de leur activité, puissent savoir ce qu'ils doivent attendre du développement du PAV? Alors effectivement, je crois que l'année dernière, on parlait déjà beaucoup du PDQ, qui était annoncé pour la fin de l'année 2013. En fait, on reste sur ce calendrier. On a, depuis une année, énormément travaillé sur tous les domaines qui nous permettent d'affiner le plan directeur de quartier. Les études thématiques ont été poursuivies. Et je pense que ce qui a été surtout travaillé, c'est tous les accords et toutes les discussions et tout l'affinement des études en relation avec la communauté des communes qui prend part pleinement maintenant au travail. Et donc ce plan directeur de quartier est en route pour avoir un aboutissement. Alors si ce n'est pas décembre 2013, ce sera tout début de l'année 2014. Avec donc une définition technique qui a connu une première étape en juillet, puisque le 5 juillet a été remis un premier document arrêté pour lancer une première pré-consultation technique de façon à recueillir l'avis de la multitude de partenaires et de services qui sont nécessaires pour avancer et aboutir à un accord. Puisque je vous rappelle qu'un projet urbain, c'est bien sûr beaucoup de définitions techniques, mais c'est surtout beaucoup de négociations avec de très nombreux acteurs. Et plus le territoire est occupé par les acteurs, plus les accords sont nombreux à obtenir. Donc c'est un travail qui est relativement lourd et qui a été conduit avec beaucoup d'efficacité par Madame Luyet depuis 1 an et demi maintenant qu'elle est au rênes de la direction des missions opérationnelles. D'accord. Alors, je vais peut-être demander à M. Borgstedt, qui lui a déjà fait l'expérience de façon un peu à la mode d'un précurseur d'un déménagement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont saisi cette occasion comme la vôtre? Est-ce que vous entendez dans votre association ou autour des gens qui ont bien compris l'enjeu, qui ont déjà pris des mesures? Et ensuite, on demandera à M. Crétenier où on peut les accueillir exactement si elles décident de partir, pour celles qui partent, bien entendu. Non, il n'y en a pas beaucoup. En fait, la logique, c'est de me dire, de toute façon, il y a un problème de terrain à Genève, comme tout le monde sait. Donc si je ne bouge pas dans le PAV, j'aurai de moins en moins d'opportunités pour me reloger ailleurs. Maintenant, je pense que la nature de l'être humain est de bouger uniquement quand on est face à un problème. Aujourd'hui, quand on a 20 ou 30 ans de bail, avec l'État ne nous pousse pas ou personne ne nous pousse, c'est vrai que pourquoi changer? J'ai voulu le faire, on a dû faire un projet plus dense, donc on a travaillé étroitement avec l'AFTI. Je veux dire, aujourd'hui, j'étais sur ma parcelle. Aujourd'hui, on partage cette parcelle avec 2 autres entreprises. Maintenant, je pense qu'on est tout aussi efficace et je pense qu'on sera plus efficace dans le futur, surtout. Alors, Monsieur Crétenier, vous avez présenté la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, les nouvelles dispositions sur la densification des zones industrielles. Vous pensez que tout va se faire délicatement et que personne ne perdra ni ne gagnera d'ailleurs un sou dans cette histoire et qu'on pourra parfaitement recaser ceux qui veulent
ou qui doivent s'en aller, par exemple, de la zone où est prévu un aménagement public, un parc, etc. Je ne suis pas tout à fait sûr que le mot recaser soit le Oui, bon en ce qui concerne les entreprises. Le point central, c'est que chaque entreprise, dans le fond, a une histoire particulière avec son territoire et a une dynamique qui lui est propre. Et donc le rythme avec lequel elle décidera soit de rester, soit d'envisager un déménagement dépendra pas tellement, dans le fond, de contraintes extérieures, bien entendu, qui accompagneront tout cela, mais surtout de son propre développement. Il y a des entreprises qui, aujourd'hui, ont besoin, dans leur développement, d'investir, par exemple, dans des nouveaux équipements, de nouvelles machines, qui nécessitent des surfaces supplémentaires. Or, dans un quartier dont on sait qu'il sera en mutation, bien entendu, ça implique de réfléchir autrement. Si on n'est pas sûr de pouvoir rester 20 ans de plus et qu'on doit investir dans une machine qui a une vingtaine d'années de durée de vie, c'est peut-être le moment de penser à un déménagement. Donc on voit bien le rythme et la manière avec laquelle les entreprises vont envisager de se reloger dépendra vraiment de leur stratégie de déploiement et de développement global. De plus, chacune de ces entreprises a une relation au territoire particulière. Certaines peuvent assez facilement envisager d'aller se mettre dans un autre quartier. Certaines ont une impérieuse nécessité de rester dans le quartier parce que leurs clients y sont. Et donc, on voit bien que la dynamique qui doit s'installer est un partenariat à construire entre la volonté politique de faire muter le quartier et puis la dynamique des entreprises à installer. Alors, Monsieur Balestra, vous qui êtes chef d'entreprise et qui observez un tout petit peu la politique genevoise depuis quelques années, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises décident toujours finalement du moment où elles doivent se développer, du moment où elles doivent investir? Est-ce qu'avec la crise, par exemple, ou avec certains problèmes économiques qui peuvent arriver, elles ne se retrouvent pas un peu prises au piège dans le développement d'un quartier qu'on leur annonce très planifié, mais qui peut-être n'a pas le même horizon de temps que les réalités économiques qui les concernent? Oui, tout d'abord, si nous nous sommes regroupés dans le quartier Praille-Grosselin en association, c'est avec l'idée que ce projet PAV est un vrai beau projet nécessaire pour Genève. Il est évident que d'arrondir la ville et de construire en ville, c'est au niveau urbanistique quelque chose de très intelligent. Alors, parallèlement à ça, nous sommes entrepreneurs. Et nous ne sommes pas entrepreneurs avec un bail à loyer, comme l'a laissé entendre Yann Borchstedt, mais nous sommes entrepreneurs avec un droit de superficie. Droit de superficie qui est, à mon sens, aussi solide qu'un droit de propriété jusqu'à la fin de ce droit de superficie. Et évidemment, pour nous, il y a l'intérêt général qui est de réaliser le PAV, et il y a l'intérêt particulier de l'entreprise qui est de préserver les actifs immobilisés que constituent les immeubles établis sur ce droit de superficie. Et comme entrepreneur, notre responsabilité première, selon le droit suisse, c'est de défendre les intérêts de nos créanciers, c'est-à-dire la valeur de nos actifs. Il se trouve qu'en plus, on traverse une période qui est une période de crise. On nous parle de croissance, mais toutes les entreprises qui sont sur le marché intérieur ont constaté une contraction de leurs affaires et surtout une contraction des marges bénéficiaires. Donc, ce n'est pas le moment où l'entrepreneur peut prendre des risques. Et ça, dans la responsabilité de l'entrepreneur, c'est la première des priorités. Alors ensuite, toutes les propositions qui peuvent être faites seront accueillies certainement par l'ensemble des membres de notre association avec beaucoup de plaisir. Mais pour continuer à vivre dans le PAV, nous sommes confrontés à deux très gros dangers. Le premier gros danger, c'est que toutes les autorisations de construire pour mettre l'outil de travail aux normes ou améliorer l'outil de travail sont aujourd'hui conditionnées par un accord avec l'État que la plus-value ne sera pas valorisée sur le contrat de vente à l'échange. Et ça, c'est aussi un très gros problème en matière de gestion d'entreprise. On ne peut pas consentir un investissement d'une durée de 25 ans à l'amortissement qui pourrait tout à coup être racheté sans être indemnisé par l'État au bout de 10. Il faut absolument que ces investissements soient valorisés dans le prix de l'entreprise pro rata temporis, sinon ça va encore causer des blocages. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui ne sont pas drôles du tout,
qui n'ont rien à voir avec la beauté, la grandeur du film qu'on nous a montré, mais qui sont très importants à prendre en compte dans les relations bilatérales entre l'État et les entreprises. Et puis, last but not least, la troisième chose qui nous donne un sentiment désagréable, c'est que nous avons l'impression d'être pris dans une nasse avec des difficultés de circulation de plus en plus importantes. Et ça, ce ne serait pas bien joué que de croire qu'en complexifiant la circulation dans la zone, ça nous permettra de renoncer à nos actifs de manière plus rapide. Donc les combats, il faudra qu'on les évite en étant fair-play dans le domaine des actifs et dans le domaine de la circulation. Et puis, en finale, dans l'offre alléchante qui sera faite, et je sais que M. Cretny se bagarre pour ça, qui sera faite par la FTI, d'avoir des lieux d'implantation qui permettent à l'entreprise de travailler mieux que ce qu'elle travaille aujourd'hui, parce qu'il y a encore pour un entrepreneur un élément qui est déterminant, c'est qu'il ne consent pas des investissements majeurs pour se trouver dans une situation opérationnelle moins bonne. Ce serait une faute de management importante. Donc voilà, je m'excuse d'être un tout petit peu moins enthousiaste que le film qu'on vient de voir, mais par contre, j'affirme que l'ensemble de ces éléments peuvent trouver une solution. Il faut, comme par exemple pour un des éléments qui n'avait pas été intégré au départ, c'est le centre logistique au cœur de la ville avec l'arrivée des trains. Maintenant, on le met en priorité après les discussions que nous avons eues. C'est la preuve que le groupe PAV est un groupe pragmatique et je ne doute pas qu'on trouvera des solutions à tous ces problèmes. Merci. Oui, on peut l'applaudir. Excellente synthèse. Alors, ce qui est appréciable dans ce type d'événement, c'est que les entrepreneurs que vous êtes peuvent discuter directement avec les responsables de l'État et de la FTI. Vous pouvez donc maintenant poser des questions. Je ne sais pas. Oui, il y a un micro baladeur. Alors, n'hésitez pas. Essayez juste de trouver peut-être des sujets qui ne concernent pas uniquement votre entreprise, parce que c'est un peu toujours le risque dans ce genre de manifestation. Bon, le premier, il y a toujours un peu de peine à se lancer. Bon, peut-être qu'on devrait faire moins tôt. Je ne sais pas, les gens ne sont pas encore complètement... Ah, voilà, il y a Guy Montbaron. Merci. Justement, j'aimerais rebondir sur le relogement des sociétés qui sont établies dans le PAV. Quelles sont les possibilités aujourd'hui, sans aller parler de la zone où il y a les bisons de l'autre côté du canton, de rester dans une région plus ou moins dense, où il y a de l'activité inter-entreprise, inter-société qui est importante. Est-ce que vous avez déjà des possibilités à offrir à ces entreprises-là? Et à quel coût, surtout? C'est ça qui nous intéresse beaucoup, les entrepreneurs. Oui, alors Monsieur Cretny, je crois que c'est vous. Parfait. Alors, c'est vrai que la zone industrielle nous offre des opportunités assez intéressantes. C'est que dans le fond, jusqu'à aujourd'hui, on avait des zones qui n'étaient pas partout, hein, c'est moins le cas à Plan-les-Ouates et à Meyrin, mais des zones qui étaient assez peu denses. En fait, donc on a un assez grand potentiel dans la densification des zones industrielles pour créer des nouveaux espaces pour les industriels. Cette opportunité a été saisie par les professionnels de l'immobilier que vous êtes, puisque dans le fond, on a aujourd'hui largement 2 ou 3 bâtiments qui sont autorisés et qui attendent dans le fond de démarrer les premières entreprises qui souhaiteront s'y installer. Alors on a tout type de bâtiments, on a des bâtiments dans la Zimeza, on a des bâtiments à Versoix, des bâtiments à Plan-les-Ouates. Donc aujourd'hui, il y a de l'ordre de 100 000 m² dans les cartons qui attendent de pouvoir décoller suite aux premiers entrepreneurs qui souhaiteraient envisager sérieusement d'aller se reloger dans d'autres espaces. La deuxième question que vous posez, c'est vraiment les conditions, les coûts. Là, il ne faut pas se le cacher, on est dans une situation qui est un peu compliquée. Pourquoi? Parce que dans le fond, on va échanger de l'ancien contre du neuf. Mécaniquement, les entreprises du PAV sont installées souvent depuis une 50aine d'années, hein, puisque c'est à peu près l'âge de la zone, dans des bâtiments qui ont été construits sur des droits de superficie concédés il y a 50 ans, qui ont donc quelques années pour certains. Et donc, mécaniquement, l'effet de l'âge agissant, on est un peu dans la même situation qu'une vieille famille qui habite dans un 5 pièces, qui doit se reloger dans un 2 pièces qu'elle paiera plus cher aujourd'hui que le loyer qu'elle avait aujourd'hui. Donc, la marche à franchir pour un entrepreneur
de passer du PAV aujourd'hui dans un bâtiment neuf, dans une zone périphérique, elle est relativement importante. Et je crois qu'il y a des mécanismes à mettre en place pour accompagner ces changements, pour que dans le fond, tout ça puisse se faire dans un accord gagnant-gagnant entre l'impératif de réaliser le projet et les besoins des entreprises. Mais je crois qu'il y a des formules à trouver, elles ne sont pas encore complètement, elles sont pas encore toutes posées, hein. Il y a encore de l'imagination à avoir. Madame Luyet, puisque vous êtes aux missions opérationnelles, est-ce que vous avez évalué le nombre d'entreprises qui devraient de toute façon déménager, soit parce qu'elles sont, ou en tout cas déménager peut-être à l'intérieur du PAV, parce qu'elles sont à un endroit qui va être en mutation, qui va être modifié. Et est-ce que certaines de ces entreprises peuvent être recasées, je suis désolé du terme, je sais que vous ne l'aimez pas, par exemple, dans une zone industrielle dense, parce que je vois mal, par exemple, une entreprise, on en a beaucoup parlé l'année dernière, je m'étais promis d'éviter le sujet, mais ça fait rien, il y en a quand même beaucoup, une entreprise de déménagement au premier étage, où ça va être quand même un peu difficile. Est-ce que vous avez évalué ça, les entreprises indéplaçables, en fait? Alors, oui. Voilà, on est en train de faire cette évaluation de façon assez précise. Mais justement, je voulais rebondir aussi sur ce que M. Crétny disait. Dans le futur programme du PAV, il y a un équilibre général à trouver. La loi de modification de zone nous le donne, qui est de 70% de logements et 30% d'activité. Et on parle bien sûr de ce 70% de logements, puisque c'est l'objectif programmatique majeur, mais on parle très peu de ce 30% d'activité. Et la loi nous dit encore que dans ce 30% d'activité, on doit trouver un juste équilibre entre le tertiaire et le secondaire. Et je crois que cette partie-là, elle est importante, parce que sur la masse totale des surfaces brutes de plancher qu'on trouvera dans le PAV, ça fait quand même pas mal de milliers de mètres carrés de SBP qui seront dévoués aux entreprises, aux activités, et pas que du tertiaire. Donc en fait, le catalogue qu'on est en train de dresser pour avoir une idée un peu plus concrète des entreprises qui doivent déménager ou de celles qui peuvent rester, puis dans quelles conditions, il se fait simplement sur deux grands principes. La première question qu'on se pose, c'est quelles sont les entreprises qui ont une activité qui ne va pas être compatible avec du logement. Voilà. Et ça, je dirais, c'est peut-être le point le plus urgent, surtout en matière d'ordonnance de la protection contre le bruit. On sait que c'est l'élément majeur. Il y a effectivement certaines entreprises qui ont des activités qui génèrent trop de bruit et qui n'est pas compatible avec le logement. Et je dirais ça, c'est peut-être la priorité. Et pour celles-là, ça ne veut encore pas dire qu'elles doivent absolument sortir du PAV. Ça veut dire qu'on doit les éloigner le plus possible des poches de logement. On est dans un réglage un peu plus fin. Et puis ensuite, on a une réflexion à porter en étant à l'écoute des entreprises qui sont dans le PAV, de celles qui ont un impératif de devoir rester dans le secteur, comme M. Crétny l'a dit, parce qu'elles ont une clientèle qui est très liée à leur localisation. Et ça, je dirais, c'est le deuxième impératif majeur. Et puis ensuite, on doit pouvoir voir dans quelles conditions elles peuvent rester, parce qu'il ne faut pas se leurrer dans cette mutation, comme le disait le film, qui va se faire sur un rythme assez lent quand même. Eh bien, on aura une grande cohabitation activité-logement pendant de nombreuses années, ce qui permettra aussi de tenir compte des impératifs des sociétés qu'a exprimé très clairement M. Balestra. Voilà. Alors justement, Michel Balestra, vous pensez que cette cohabitation, cette mixité qui va durer quand même de très nombreuses années, ça se fera de façon harmonieuse, il n'y aura pas d'entreprises qui, à un moment, se retrouveront coincées? Non, je pense qu'on peut très bien, au moment où on a pris conscience de l'ensemble des réalités, et le général de Gaulle le disait très bien, en dehors des réalités, il n'y a pas de politique possible. Donc quand on a pris conscience des réalités, eh bien, on trouve des accords, et entre gens intelligents et civilisés, en général, ça se passe très bien. Il y a encore un gros problème dont personne ne parle au sujet de ce PAV, c'est le problème des coûts de construction par rapport aux revenus potentiels. C'est que, à mon sens, et ça c'est très politique,
les accords qui ont été trouvés sont des accords qui rendent difficile la construction des logements par le privé avec du rendement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, à Genève, pour mettre en place des zones d'habitation, il faut vendre de la PPE pour amortir une partie des coûts de production, pour ensuite pouvoir assurer du logement social ou du logement d'utilité publique dans les normes que l'État nous impose. Sinon, le plan financier du projet ne tient pas. Et pour le PAV, cet élément-là me semblera plus difficile à contourner que l'élément de la négociation avec les entreprises, encore que la négociation avec les entreprises complexifie ce problème, puisque le bien-fond devient cher. L'idée que le terrain appartenait à l'État et qu'il était gratuit, c'était une idée fausse. Le terrain appartient à l'État, mais il n'est pas gratuit parce qu'il faut indemniser les actifs des entreprises. Donc le terrain n'est pas bon marché. Ensuite, au niveau géologique, la zone est... l'architecte cantonal nous a fait un joli petit tour au bord des rivières. C'est très bucolique, mais dès qu'on est à 3 mètres, on est dans le gravier et l'eau. Donc au niveau de la construction, ce n'est pas des constructions bon marché. Donc il y a encore une somme de problèmes à résoudre, mais ce ne sont pas des problèmes qui n'ont pas de solution. Les tours du Lignon, elles ont été faites dans le Rhône, elles flottent, elles tiennent très bien, donc il n'y a pas de problème. Merci. Je donne maintenant encore la possibilité de poser une question au public. Ah, monsieur. Oui, Ernie, donc superficiaire, juste en face du stade. Donc j'ai quand même une impression, malgré ce qui a été dit, c'est que pour le secondaire n'a plus sa place à Genève. Je vous explique pourquoi. Tout ce que l'on lit, moi je me suis intéressé de manière, étant résident de Plan-les-Ouates, je me suis disons, intéressé de manière assez fouillée dans la zone, voir si je pouvais me reloger dans cette zone-là. Hormis éventuellement un ami qui est propriétaire du terrain, pas de possibilité. Je me suis intéressé à un très gros projet qui va démarrer, un de ceux que vous allez démarrer, absolument inutilisable pour une entreprise comme la mienne, parce que le concept architecturel de base, d'une part, est fait pour je dirais, des entreprises de stockage, mais pas des entreprises de production. Donc voilà, donc le problème là. Alors après, effectivement, on va plus loin, Bois-de-Baie, Meyrin, etc. Et on se retrouve dans je dirais, de ce qu'a dit Michel Balestra. Ça veut dire qu'actuellement, mon potentiel, c'est une bonne partie de la rive gauche. Donc je ne vais pas aller m'enferrer au Bois-de-Baie et à Meyrin en connaissant les problèmes de circulation actuels. Et chaque fois que vous regardez un article dans les journaux, on vous parle de clean tech, on vous parle de la révolution du cerveau, tout ce que vous voulez, mais on ne vous parle pas du secondaire. Donc moi, j'ai quand même l'impression que, disons, la vision de densification renchérit grandement le coût au mètre carré de nos entreprises. Ce qui veut dire actuellement, c'est que je pouvais avoir du neuf, oui, mais à quasiment la moitié et moins de mètres carrés de surface. Parce que, justement, j'ai des impératifs. Actuellement, j'ai une chance, c'est 2060, avec la relance, si on ne me rachète pas mes immeubles en 2060, 2090. Donc, je serai peut-être l'entreprise gras du PAV, actuellement, qui est partie, je ne sais pas combien d'années, ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont partis, la conserverie gras, qui était dans la... Non, c'est une plaisanterie, mais je dirais, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup pour le clean tech, mais peu pour le secondaire. Voilà, alors, Monsieur Crétenier, à vous de convaincre monsieur de ne pas rester jusqu'à 2090, si possible. Vous avez raison sur une partie des points. Le fait est, aujourd'hui, la création de la densification des zones industrielles, imaginez ces nouveaux bâtiments capables d'accueillir sur le même espace toute une série de catégories d'entreprises extrêmement diversifiées. Je rappelle juste un petit chiffre. En gros, il y a 400 secteurs économiques différents représentés dans les zones industrielles du canton. 470 catégories d'entreprises, donc 470 manières différentes d'utiliser l'espace. Quand il s'agit d'en mettre 10 dans un bâtiment unique pour qu'elles partagent, comme dans un immeuble, l'espace, bien entendu, que la conception du bâtiment doit être suffisamment flexible pour prendre en compte une palette la plus large possible des catégories d'activités. Il faut être honnête, on n'y arrive pas aujourd'hui. On n'y arrive pas dans tous les cas. Les projets qui sont sortis, ils correspondent en gros à 60-70% des besoins sans doute,
Et on a aujourd'hui des difficultés avec une catégorie d'entreprises qui, effectivement, ont des spécificités de leur programme immobilier telles qu'on n'arrive pas facilement à les faire rentrer dans les programmes denses. Ça, c'est un fait qu'on doit reconnaître. Et du coup, on doit aussi prévoir des espaces particuliers pour ces entreprises qu'on n'arrivera pas à inscrire dans les programmes denses. C'est un point tout à fait clair. Michel Balestra, à ce propos. Oui, je pense très sincèrement qu'une économie équilibrée doit conserver son savoir-faire dans le primaire, dans le secondaire et dans le tertiaire. Et il ne faut pas mettre en opposition les différentes professions, même si à certains moments, effectivement, on a l'impression que les gens qui prennent des décisions d'avenir pour nous ont vraiment rien compris. Et un des très très gros problèmes des zones industrielles, ça a toujours été la difficulté de faire la différence entre l'industrie et le tertiaire. Par exemple, le transport et le stockage, c'est du tertiaire, c'est pas du secondaire ni du primaire. Pourtant, les surfaces qui doivent être mises à disposition sont plus importantes encore que celles du secondaire. Donc toutes ces choses-là, maintenant, il faut les affiner, il faut que l'ensemble des spécificités des entreprises soient prises en compte. Et contrairement à ce que disait Yann tout à l'heure, pour nous, entrepreneurs, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de devoir légal vis-à-vis de la capitalisation de nos entreprises, de défendre nos actifs. Une mauvaise gestion dans ce domaine pourrait être pénale. Donc il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'entrepreneurs capricieux qui ont décidé de vouloir rester au même endroit. Il s'agit d'entrepreneurs endettés, entreprenants, qui ont une dynamique, qui emploient du monde et qui doivent être responsables vis-à-vis de leurs créanciers, dont les principaux sont le personnel avec les salaires. Donc ces choses-là, il faut bien les avoir dans la tête. Donc, mais partant de là, il n'y a pas de raison de se sentir... Nous n'avons pas, ni vous dans le secondaire, ni moi dans le tertiaire encombrant, de raison de se sentir agressé. Nous allons simplement coordonner nos actions, défendre nos intérêts légitimes et légaux, et puis souhaiter que Genève se développe et que l'harmonie règne entre tous. Voilà. Et surtout, alors encore une chose, je l'ai dit la dernière fois, c'est peut-être pour ça que j'ai été réinvité, mais ces domaines de promotion sont tellement complexes que j'ai vu tellement d'entrepreneurs qui se sont lancés tout seuls dans des métiers qu'ils ne connaissaient pas et qui ont perdu les actifs qu'ils avaient parce qu'ils se sont trouvés dans une complexité de problèmes qu'ils ne maîtrisaient pas. Surtout, prenez conseil quand vous décidez de monter une opération de construction ailleurs ou une valorisation des terrains qui vous appartiennent dans la zone, de manière à avoir un avis extérieur non émotionnel de professionnels qui soient d'accord de vous accompagner. Voilà, c'était le conseil que je voulais donner également. Merci Michel Balestra, vous serez sûrement réinvité l'année prochaine. Madame Giraud. Oui, simplement, c'est vrai que les marges sont étroites parce que le sol est une ressource qui est devenue extrêmement rare. Le canton est extrêmement limité dans son territoire. Et aujourd'hui, on arrive à un moment qui est un peu une bascule où le modèle de l'entreprise qui peut acheter un terrain et faire son bâtiment très simplement sur son terrain, c'est complètement fini. En tout cas, sur le canton de Genève, c'est complètement fini. Ailleurs, dans d'autres cantons, ce n'est pas fini, mais ici, c'est fini. Ce qui veut dire qu'il va falloir passer à un modèle où on a un intermédiaire qui est l'opérateur immobilier qui construit pour plusieurs entreprises. Et ça, c'est plus compliqué, c'est plus cher. Et il va falloir effectivement s'organiser pour arriver à transformer finalement un tissu de bâtiments industriels en un tissu immobilier recevant des entreprises sous format collectif. Ça, c'est vraiment très différent. Merci. Monsieur Crétenier, au départ du projet PAV, beaucoup d'entreprises se sont dit qu'elles allaient peut-être gagner quelque chose à ce... Je parle sur le plan strictement financier, se disait, finalement, si on me reloge, je ne dis plus recaser, hein, vous avez remarqué, si on me reloge ailleurs et qu'en plus j'ai des conditions tout à fait favorables, je ferai une bonne affaire. Ça, il faut y renoncer, on est bien d'accord. Je crois que comme M. Balestra l'a dit, le point, c'est de savoir
Comment est-ce que on envisage ce déménagement? Je crois que le point central pour une entreprise, c'est la notion de valeur de continuité. C'est de se dire, dans le fond, aujourd'hui, pour continuer à opérer dans les mêmes conditions, comment est-ce que je peux envisager de sécuriser mon futur dans un nouveau projet immobilier ou dans un nouveau bâtiment ou sur un nouveau site? C'est de cette manière-là, effectivement, que les entreprises, je pense, doivent aborder le problème. C'est celle de se dire, OK, dans le meilleur des cas aujourd'hui, ou dans un cas normal plutôt que le meilleur des cas, dans un cas normal, le relogement doit me permettre au minimum d'être dans une situation équivalente en termes d'actifs immobiliers. Dans un cas favorable, et c'est ce qu'on peut que souhaiter aux entreprises, me permettre de me doter d'un nouvel outil de production qui me permet d'envisager le futur avec sécurité, mais dans une logique de continuité des activités industrielles. Et je crois qu'un des enjeux qui est complexe et qui met sans doute les industriels dans une situation difficile, et M. Balestra l'a évoqué, c'est que dans le fond, l'interrogation qui pèse sur chacun des industriels dans le PAV les amène à sortir de leur métier de base et à s'interroger dans le fond sur celui des professionnels de l'immobilier qu'ils ne sont pas forcément au départ. Et c'est vrai qu'il y a une grande complexité de ces thématiques. S'interroger sur l'immobilier industriel est perturbant pour le fonctionnement de l'entreprise. Et je pense que là également, les professionnels ont un rôle extrêmement important à jouer pour accompagner cette démarche et ne pas amener les industriels à sortir de leur métier de base, qui est d'être des industriels et non pas des professionnels de l'immobilier. Merci, vous serez réinvité aussi. Alors, maintenant, nous pouvons encore prendre une autre question. Oui, alors, brièvement, si la concurrence n'est pas très rude. Oui, j'ai une question qui me titille parce que je change de sujet. On a vu dans le petit film 27 000 emplois dans le PAV. Et on a vu un logement par emploi supplémentaire. Donc, si je comprends bien disons la règle de 3, ce qui veut dire si on a 30 000 emplois dans le PAV, on doit faire 3 000 logements. C'est ça le deal? Oui, alors c'est peut-être l'occasion de rappeler effectivement les enjeux en nombre de logements et en nombre d'emplois. Madame Luyéo ou Madame Giraud, comme vous préférez. La loi de modification de zone nous enjoint d'avoir pour chaque nouvel emploi un nouveau logement dans le périmètre de la loi, c'est-à-dire non pas sur les 230 hectares du PAV, mais sur les 135 qui font l'objet de la modification de zone. Et les 27 000 emplois dont l'architecte cantonal parle dans le film sont sur les 230 hectares. Voilà, c'est peut-être la petite erreur qu'on a commise dans le film de ne pas préciser qu'en fait, on parle de chiffres sur deux périmètres différents. Voilà. D'accord. Dans le petit périmètre, il y en a 20 000 à peu près. Voilà. Ouais. 20 000, oui, donc effectivement, la règle de 3 est toujours un tout petit peu inquiétante pour monsieur, mais bref. Dans les zones industrielles, monsieur Créteny, qui peut réellement, avec les nouvelles dispositions, cohabiter avec les industriels purs et durs? Je ne sais pas s'il y a des industriels purs et durs. On l'a évoqué aussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut sérieusement envisager la coexistence ou la cohabitation entre les industriels? C'est que l'industrie a changé. De manière générale, le tissu industriel a changé. La technologie est apparue dans chacune de vos entreprises. Et donc, du coup, elle a transformé les manières de produire, les manières de stocker, les manières de gérer les affaires. Et du coup, l'arrivée de la technologie, en partie, on pourrait appeler ça tertiariser les entreprises. C'est une certitude, mais elle a aussi certainement contribué à faire baisser le niveau de nuisance. Si vous prenez l'exemple typique d'un garage aujourd'hui, par exemple, une activité de garagiste, on l'exerce plus du tout de la même manière aujourd'hui qu'on l'exerçait il y a 50 ans. Dans un garage aujourd'hui ou même dans une carrosserie, puisque c'est l'exemple qui est souvent cité comme étant le pire à éviter en termes de coexistence, les nuisances qui sont générées par ces activités aujourd'hui, compte tenu des nouvelles techniques, ont fait que les entreprises peuvent largement plus coexister aujourd'hui qu'elles ne le pouvaient hier. Parce que le bruit, parce que la poussière, parce que les vibrations, tout ça a quand même sérieusement diminué par l'arrivée des technologies. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est principalement parce que les entreprises se sont transformées qu'elles peuvent imaginer coexister.
Alors, Monsieur Balestra, vous qui êtes un tertiaire encombrant, comme vous disiez. Oui, j'en connais d'autres de tertiaires encombrants. Vous voyez, on parle par exemple du capitalisme de l'intelligence. Vous savez que les deux plus grosses capitalisations boursières ces derniers temps, ce sont Apple et Google. Alors Google, c'était que de mettre à disposition de l'information par leur moteur de recherche. Alors tout ça, ça a l'air d'être très peu gourmand en espace. Mais les data centers, c'est des énormes dévoreurs d'espace et d'électricité. Donc on a comme ça des idées qui sont un petit peu fausses sur l'occupation de l'espace des nouvelles technologies. Par contre, pour une belle harmonie en fonction des contraintes dont Mme Giraud a parlé, c'est-à-dire les contraintes de territoire, mais je rappelle quand même qu'à la louche, il y a 70% de terrains non construits à Genève, 55 d'industriels et 15 de zones bois. Donc de la surface, il y en a quand même pas mal. Hein. Mais il n'empêche que la mixité dans les zones, c'est quelque chose qui est très important parce que, comme l'a si bien dit Yves Cretny, la tertiarisation des produits, c'est une constante qui est une constante économique moderne. Donc l'État doit être moins strict dans son appréciation du secteur industriel s'il veut pouvoir densifier, avec l'idée que le sous-sol, c'est l'open data, le rez-de-chaussée, c'est l'entreprise secondaire traditionnelle, et les étages, c'est la tertiarisation des produits et les sociétés de services annexes comme la communication, comme la banque, peut-être avec un guichet aussi rez-de-chaussée, etc. C'est-à-dire qu'il faut être plus créatif et plus intelligent si on veut que ces zones vivent. Et la deuxième chose, qui est un avantage déterminant en termes d'urbanisme de ce qui est en train d'être prévu au PAV, c'est qu'avec la planification des zones à Genève, on a créé des pendulaires intérieurs au territoire. Et en ayant des zones mixtes, on arrivera certainement à avoir plus de personnes qui travaillent près de leur lieu de domicile et qui peuvent s'y rendre à vélo, etc. J'ai, quand j'avais l'âge de 20 ans, été habité à Mérin après avoir été au Lignon jusqu'à l'âge de 20 ans, et j'ai été surpris à quel point les Mérinois pouvaient vivre qu'à Mérin. Le plus loin qui descendait, c'était à Balexert. Donc on avait là une cité qui, au niveau urbanistique, offrait une mixité qui permettait, qui faisait qu'ils étaient extérieurs, mais qui leur permettait de rester extérieurs. Donc il y a beaucoup de choses très intelligentes à faire dans tous ces domaines. Enfin, je ne suis pas urbaniste, mais par contre, je suis un admirateur de ceux qui le font bien. Voilà, alors Madame Luyet. Oui, je voulais profiter de rebondir encore sur cet accord, un nouveau logement, un nouvel emploi, à la lumière de ce que vient d'exprimer M. Balestra sur le nombre de mètres carrés de surface brute de plancher que consomment, entre guillemets, les emplois. C'est effectivement très différent suivant le type d'entreprise où on est. Et préciser, peut-être pour rassurer monsieur dans cette équation qui est un peu difficile à résoudre, que l'équilibre entre un nouveau logement et un nouvel emploi, il y a plusieurs manières de l'appliquer. Dans un commun accord avec les communes, on a décidé d'appliquer la recherche de l'équilibre au niveau des mètres carrés de surface brute de plancher. Et ça explique peut-être, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un décompte sur chaque nouvel emploi, combien de mètres carrés de surface brute de plancher il consomme, et puis dans un logement, il peut y avoir aussi différents types, différentes grandeurs de logements, on essaye de prendre une moyenne par rapport à combien de mètres carrés représente ce fameux un logement. Donc il s'agit de décortiquer cette équation pour arriver jusqu'à l'équilibre. Voilà. J'ai une question pour M. Borgstedt. Pour revenir un petit peu sur les développements immobiliers et vraiment les points sensibles avec lesquels les entrepreneurs vont être concernés. Je crois savoir dans le quartier de l'Étoile qu'il y a un intéressant développement qui est en train de se faire. Toi qui es président de l'association de l'Étoile, donc tu représentes des entreprises, je crois savoir qu'il y a un concours qui est en train de se mettre en place avec une collaboration avec l'État. Je crois comprendre aussi qu'il y a des investisseurs, donc il me semble qu'on a tous les ingrédients là pour être positif par rapport à un développement du quartier, surtout qu'on parle d'un quartier
avec des bâtiments de grande hauteur. Je ne sais pas si tu peux nous donner quelques explications par rapport à cela, ça me paraît être intéressant. Ouais, moi je donne un peu plus de détails. Je vais juste rebondir sur un point de Michel. Bon, vous voyez bien que Michel et moi, on a des visions différentes. Le fait est que moi, j'ai bougé mes entreprises. Donc on peut parler théoriquement de dire on le fait pas. Je l'ai fait. Mes entreprises sont toujours là. Elles sont à Meyrin plutôt que sur le Pave. Et ça marche toujours. Donc il y a des moyens, on peut le faire. Il faut quand même, voilà, faut être positif. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une volonté de tout le monde. Après, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Est-ce que j'ai un problème parce que je suis à Meyrin? Non. Je veux dire, c'est peut-être plus compliqué pour aller faire certaines choses de ce côté du lac, mais c'est plus facile pour de l'autre côté du lac. Donc voilà, après, la vie est faite de compromis, de toute façon. Pour la question de Philippe, il y a des choses qui se passent. On fait, au niveau de l'Étoile, c'est clair qu'il y a un concours qui a été mis en place, un MEP. Et après, ce sont des projets très compliqués et très longs. On parle de bâtiments de grande hauteur. Quand est-ce que ça va se faire? Honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que Madame Lhuillier a plus une meilleure idée que moi. Maintenant, on travaille avec l'État. Je pense que l'État a vraiment mis une équipe en place pour pouvoir faire avancer les choses. Moi qui suis impliqué depuis 3-4 ans, je vois qu'il y a vraiment une dynamique totalement différente. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont compétents, qui veulent faire avancer les choses. Après, le diable est dans les détails. Aujourd'hui, il y a des droits de superficie. Est-ce qu'on peut les échanger? Aujourd'hui, à l'Étoile, si on veut faire du logement, on doit faire comme on est en droit de superficie, on doit construire du logement, 70%, 70% de logement social. Ça ne se fera pas dans une tour. Donc il y a plein de petits détails comme ça qu'on doit avoir réglés. J'espère qu'on y arrivera. Je pense qu'il y a des volontés des deux côtés. Maintenant, je n'ai pas la boule de cristal. Ce qui est intéressant de savoir, excuse-moi Thierry, c'est par rapport aux entreprises que tu représentes. Donc elles sont dans le périmètre, certaines sont propriétaires, certaines sont en droit de superficie. Comment l'association a réussi à discuter avec l'État pour développer ou pour mettre sur pied un concours dans ce secteur? C'est ça qui est intéressant. La réaction des entrepreneurs, est-ce qu'ils ont été tout à fait ouverts à cette approche ou pas? Ou comment vous les avez convaincus? Ou comment tu les as convaincus? C'est une association, donc il y a de tout. Il y a des gens qui se disent « moi, je ne vais rien faire ici, de toute façon, donc je ne veux pas mettre d'argent ». Il y en a qui disent « moi, je suis prêt à payer pour participer au concours ». Et puis, il y en a d'autres qui veulent vraiment participer. Typiquement, il y a des gens comme Pintech qui sont vraiment en faveur. Voilà, c'est le tertiaire. Il y a des gens comme nous on a 11 000 mètres de terrain à l'Étoile. Nous, on est prêt à avancer. Après, il y a d'autres gens, typiquement Mavala, qui sont là, qui savent qu'ils vont devoir bouger, mais qui se disent bon, il va falloir bouger, mais autant essayer d'avancer pour avoir les meilleures conditions pour bouger. Donc il y a tout, c'est ça qui est intéressant, c'est la diversité. Mais je pense que tout le monde se rend compte que de toute façon, les choses avancent, donc soit on y participe, ou soit on est un peu largué. Et je pense que c'est ça le point positif, c'est de se dire participons au développement de notre ville. Merci, M. Borgstedt. Oui, Mme Lhuillier. Si je peux rebondir et compléter par rapport à l'intervention de M. Borgstedt, en tout cas du point de vue de l'État, le fait d'avoir la présence d'une association comme l'Étoile dans la procédure de mandat d'études parallèle qui a été lancée, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse parce que on a l'expression d'un point de vue multiple, comme l'a dit M. Borgstedt, mais qui nous aide aussi à définir la future image de ce quartier. Et en tout cas, je crois que je peux me faire le porte-parole pour ce qui est de la direction des missions opérationnelles. C'est un souhait de collaborer de façon concrète avec tous les acteurs des projets. Pourquoi ? Pour ne pas faire très clairement de la sculpture sur nuage, mais plutôt d'avancer et d'être pragmatique. Et je crois que nous partageons un objectif commun, c'est qu'on ait rapidement des chantiers qui s'ouvrent dans ce PAV. Et pour y arriver, on a besoin du ressenti concret des entreprises que vous représentez. Très bien. Alors, il y avait une question, monsieur, ici, et puis ensuite, monsieur. Voilà, il est. On vous donne le micro. Coûte de plus en plus cher aux entreprises au niveau bouchon. Et j'ai l'impression qu'il y a deux forces qui s'opposent. L'une, c'est justement cette dynamique qu'il y a sur le PAV, et l'autre, c'est la commission du trafic, ou je ne sais pas comment s'appelle ce département, qui met les bâtons dans les roues chaque jour ou chaque semaine avec des mécanismes de plus en plus compliqués et complètement hors des réalités. Maintenant, on a des camions qui sont complètement bouchés, qui bouchent des rues en bouchant des voitures. On ne sait pas comment je trouve que ça amène encore une inconnue. On dit si c'est pour déménager, pour aller dans quel chaos?
Alors ça, c'est une question aussi politique qu'urbanistique. Alors, on va peut-être donner à Michel Balestra l'occasion. Oui, dans le cadre de notre association, nous avons pris la peine d'essayer de contester toutes les mesures de modération de trafic qui sont en train de se mettre en place, parce qu'effectivement, on se sent entouré par des mesures de modération de trafic qui font qu'on n'arrive plus à sortir de cette zone. Et c'est d'autant plus vrai depuis que l'ensemble des lignes de tram travaillent, parce qu'évidemment, au feu, on est retenu. Sous le parking de l'Étoile, tous ceux qui doivent rentrer au centre de logistique, un semi-remorque complet passe quasiment pas. Donc ça bloque ensuite tout le carrefour et toute la route des Jeunes. Enfin bref, il y a énormément de points qui sont à améliorer. Et je crois que on va attendre maintenant ces élections au Conseil d'État. On va voir ce qui se met en place. Mais je pense que c'est un des combats politiques que nous devrons mener, c'est qu'on ait au moins un ou deux passages sous voie pour sortir de cette nasse sous les lignes de transport public, de manière à ce que les transports publics puissent garder leur vitesse commerciale et qu'on puisse sortir de la nasse pour aller rejoindre l'autoroute de contournement. Ça me semble être une nécessité. Alors, Madame Giraud et ensuite Madame Lhuillet. Non, c'est vrai qu'on va avoir du mal à répondre pour la direction de la mobilité sur la situation actuelle. En revanche, ce qui est clair, c'est que la transformation du PAV, elle se fera avec de la densification. Et qui dit densification dit qu'il va falloir s'interroger sur les modes de transport et les modalités de transport. On ne pourra pas rester avec un quartier plus dense et les mêmes quantités, les mêmes modes de transport, autant de transports individuels motorisés. Donc là, il y a une réflexion qui est entamée et il y a une mutation qui est à faire de façon inévitable. Voilà, sans rentrer dans le détail de l'organisation de la circulation elle-même, mais on est sur un changement qu'il faudra absorber avec le projet. Oui, Madame Lhuillet, là. Oui, je voulais compléter dans le sens où le PAV a une grande chance, c'est qu'il va y avoir 2 gares de ce futur RER qui est le Cornavin au Vivanmas. Et ces 2 gares qui sont en cours de construction, enfin, vous avez vu l'ouverture des chantiers, c'est une réalité extrêmement concrète et c'est une réalité sur laquelle on s'appuie pour initier un changement de transfert modal du trafic individuel motorisé. C'est peut-être un langage un peu barbare, mais dit simplement, je pense que, en tout cas, les gens devront comprendre qu'il y a une priorité de trafic qui sera donnée au trafic utile. Ce que j'entends par trafic utile, c'est justement la génération de trafic nécessaire aux activités et à tout l'espace du Peigne qui sera dévoué à la logistique. Et ça, c'est un trafic qui est utile pour toute l'agglomération. Et c'est clairement une priorité qui sera donnée. Et puis, il y a une contrepartie par rapport à ça, puisque les voies de trafic acceptent une certaine densité. Eh bien, c'est que le trafic qui sera lié aux habitants du quartier et celui qui sera lié aux places visiteurs des activités, on devra changer de mode de transport au maximum. Et ça, le plan directeur de quartier prévoit ce changement, affirme des objectifs assez importants pour agir sur ce trafic-là. Et puis, on peut le faire parce qu'il y a justement 2 gares en construction. Bien, alors il y avait encore une question ici. Je vais peut-être vous demander de vous lever parce qu'on vous verra mieux. Et puis, si on peut vous donner le micro, voilà. Le nom dit quelque chose. Archive. Comme vous le savez, la plupart, ma compagnie de famille existe depuis 123 ans. On a commencé aux eaux vives, à la rue de l'Avenir. On a dû partir parce que vous ne voyez pas rentrer les camions à la rue de l'Avenir. On y arrive avec les chevaux, mais pas avec les camions. Donc on est venu ici en 1980. Et cette année, on a complètement déménagé le déménagement, le garde-meuble à Mérin. Et tout est sur le même toit, tandis qu'avant on était avec un dépôt de garde-meuble ici, un autre ici. Et je dois dire que c'était une expérience difficile parce qu'elle était émotive.
La première fois, c'était la maison du grand-père. Là, c'était quelque chose qu'on avait inauguré. Mais maintenant, on a pris la décision d'aller à Meyrin, et vous discutez avec les employés, les ouvriers et le directeur, il vous dira on n'a jamais été aussi bien. Et on avait vraiment peur d'aller d'ici là-bas, que les ouvriers quittent, que les employés ne viennent pas. Il n'y en a pas un qui n'est pas venu, ils ont tous suivi. Donc c'est des raisons pas uniquement financières, mais c'est des raisons de survivre. Quand j'entends le trafic et je vois le trafic qui se passe ici, si on veut en faire encore un trafic, un multi avec des gens, ça va être impossible. On ne peut déjà pas rouler ici. Vous voyez, chaque fois, les camions bloquent tout. Donc, à Meyrin, on est bien. Donc, je dis, ça vaut la peine, des fois, de changer de place pour pouvoir continuer pour le futur. Merci de ce commentaire. Monsieur Marc Muller avait une question. Oui, merci. Tout à l'heure, les questions financières ont été évoquées, notamment la difficulté de faire tourner les plans financiers. Et à ce sujet, j'avais une question probablement pour Madame Lhuillet sur cet aspect des choses. Comment aujourd'hui est-ce que vous voyez cette question-là? Comment est-ce qu'on intègre dans les plans financiers les coûts spécifiques liés au périmètre, des questions de dépollution par exemple, ou la nature du sol, ou la question des très hauts gabarits, qui induisent des surcoûts dans ces plans financiers, ou les indemnités pour obtenir le départ d'entreprise. Où est-ce que vous en êtes au département sur ces questions-là? Madame Lhuillet. On avance sur le modèle économique, effectivement, c'est-à-dire qu'on a fait pas mal d'évaluations sous la forme de scénarios assez complexes au niveau de ces coûts, donc coûts de construction, coûts de dépollution, bien que il y a de la pollution dans le PAV, ça c'est clair, mais sur l'ensemble du territoire, proportionnellement, il n'y a pas beaucoup de pollution. C'est-à-dire en termes de mètres carrés à dépolluer, ce n'est pas une quantité énorme. Je pense qu'il y a des secteurs dans ce canton qui ont une proportionnalité beaucoup plus grande de sites à dépolluer. Les frais de déconstruction, délocalisation, les frais d'infrastructure aussi, hein, parce que si on accueille plus de population dans ce secteur, effectivement, il faut imaginer pouvoir avoir un redimensionnement des infrastructures techniques qui sont dans le sous-sol. Et puis la complication qu'on a plusieurs fois évoquée au niveau de la construction des bâtiments de grande hauteur. Ce que je peux vous dire de façon globale, avec des pointages assez approfondis, c'est que le modèle financier tourne, même sans possibilité d'accepter, en tout cas sur le logement, des PPE. Et venant d'un canton extérieur, puisque Mme Giraud l'a dit, ça fait 1 année et demie que je suis là, des règles de l'État, on parle beaucoup du contrôle de l'État sur les prix des terrains, les prix de loyer, les coûts de construction, etc. Mais ces mêmes règles garantissent aussi 6% de rendement. Je ne connais pas beaucoup de villes en Suisse dans lesquelles on a la garantie de ce 6% de rendement. Et je pense que c'est effectivement un point clé dont on parle peu et qui permet que les plans financiers tournent. Et sur le PAV, en tout cas, l'opération à ce stade est possible. Après, c'est clair que quand on passe au niveau des sondages, au niveau d'une réalité de terrain, on n'est pas à l'abri de découvrir des choses qu'on n'a pas forcément supposées. Mais pour le moment, en tout cas, ça tourne et il y a une certaine marge de manœuvre. Et la poche de réserve, la poire pour la soif, c'est bien évidemment le quartier de l'Étoile, qui est en zone ordinaire et qui permet aussi un levier financier, notamment par des échanges avec des privés également, qui permet un levier financier qui donne un souffle à tout le territoire. Voilà. Madame Giraud. Oui, peut-être préciser que ça tourne sur une durée qui est de 70 ans. Moins 30. Ah oui, 30, ça va. Mais que la difficulté, c'est bien évidemment la mise qu'il faut mettre au départ pour arriver à financer les infrastructures qui vont permettre de développer le quartier. Et le problème, il est là, en fait. C'est dans le financement de départ. Il y a un retour sur investissement dans la durée, mais il faut arriver à équilibrer. Merci. Il y a une question là-bas, monsieur. Oui, levez-vous peut-être. Voilà. C'est pas une question, c'est attirer l'attention de l'État de Genève
sur ce formidable projet qu'est le PAV. S'il veut se réaliser, je pense qu'il ne faut pas trop légiférer sur les futures zones qui sont là, parce que sinon, on ne va pas pouvoir se retourner avec des entreprises qui doivent déménager, bouger et autres. Et il y a deux choses. On a vu que l'État de Genève a aussi, quand c'est déménager des ordinateurs ou des personnes, ils avaient des gros problèmes. Rendez-vous compte ce que c'est que déménager des entreprises par rapport à la Cour des comptes, exemple. C'est beaucoup plus difficile. Et moi, je pense qu'il faudrait donner plus de poids à la FTI dans ce processus. La FTI connaît parfaitement bien tous les besoins et les tenants et les aboutissants des entreprises. Et je pense que la FTI a un rôle majeur à jouer, et n'essayez pas de trop légiférer. Maintenant, pour ce qui est des finances, je pense qu'il y a beaucoup de grains à moudre pour aider les entreprises à se déplacer, parce que vous allez faire à peu près 20 fois le prix du terrain, si ce n'est pas plus, en le densifiant. Aujourd'hui, on sait que le terrain industriel est environ à 300 francs. C'est ce qui se fait. Combien va être le terrain plus tard, quand on aura des étages, beaucoup d'étages et tout? Pour avoir essayé de faire un projet, on voit qu'on est même arrivé à 25 fois le prix du terrain actuel. Donc je pense que quand il y a des privés qui ont un déclassement de zone agricole à zone à bâtir, ils subissent des émoluments de l'État. Donc l'État, qui est 80%, on a entendu tout à l'heure, propriétaire, pourra donner quelques sous aux entrepreneurs et quelques sous aussi pour faire le parc et autres. Merci. Oui. Madame Giraud. Non, ça appelle quand même une réponse, parce que je vous invite à venir voir un petit peu les équilibres financiers. Je pense qu'on va, au travers du PDQ, pouvoir informer un peu sur ces éléments-là, mais il n'y a pas, c'est pas un Eldorado. Je crois que c'est un terme qui avait été employé l'année dernière. Eldorado pour le PAV, c'est très loin de là. Dans le cadre des contraintes qu'on connaît aujourd'hui, avec la volonté de développer du logement et du logement social, il est évident que c'est très très loin d'un Eldorado. Je crois que plusieurs personnes l'ont développé ce matin. C'est évidemment un projet qui va nécessiter des investissements colossaux, et pour lequel un retour simplement sur investissement est vu dans la durée. Et on est simplement sur la recherche de l'équilibre pour que les finances publiques puissent s'en remettre. Donc on n'est absolument pas sur une visée de rentabilité telle que vous l'exprimez. Ça, c'est absolument pas possible. Ensuite, bon, je n'ai pas tout suivi, mais la question des transformations de zones agricoles en zones industrielles avec disons, des valorisations records de certaines personnes, c'est toujours possible, on peut toujours trouver des cas. Et je suis sûr que dans le PAV, si on regarde les cas individuels par individu, on peut imaginer qu'il y a des culbutes ou des valorisations extraordinaires, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, parce qu'on essaye justement de regarder les choses à une échelle globale, et puis d'équilibrer aussi, parce qu'il n'est pas question qu'il y en ait qui s'en tirent avec un bénéfice extraordinaire et que d'autres n'arrivent pas à s'en tirer parce qu'on aura détruit leur outil de travail. Donc l'État, il est bien là pour ça, pour essayer de donner un cadre et régler des situations dans un équilibre général qui permette que chacun s'en tire correctement, que les entreprises ne soient pas ponctionnées, que les logements puissent se faire, que les équipements puissent se faire, que le parc puisse se faire, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui coûtent à la collectivité et qu'il va falloir financer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est simplement l'équilibre qu'on essaye de trouver. Merci. Peut-être juste encore une dernière question. Est-ce que finalement, comme à Genève, tout est une question politique et que les gens ont tendance à voter, surtout ces temps, ils ont même tendance à élire? Est-ce que quelque chose de symbolique, comme on l'a vu, je rentre d'un voyage à Marseille où il y avait des entrepreneurs genevois, c'est vrai que quand on voit Marseille, qui n'est pas connue pour sa sécurité, qui n'est pas connue non plus pour la facilité de circuler à l'intérieur de la ville, la France n'est pas dans une situation financière extraordinaire, mais en construisant quelques immeubles emblématiques,
ils ont réussi à tuer en quelque sorte toutes les oppositions au renouvellement du vieux port, au développement urbanistique. Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer qu'un des immeubles du nouveau PAV se construise, si possible, le plus tôt possible, et que ce soit quelque chose d'un peu emblématique qui donne envie à la population de comprendre ce que va être ce nouveau quartier? Alors, est-ce qu'il y en a un qui peut jouer ce rôle, et surtout, quand est-ce qu'il est prévu? Parce qu'on a oublié les tours, mais on aimerait bien avoir un symbole du type Mucem à Marseille ou la tour de Zaha Hadid, enfin quelque chose comme ça, qui a complètement réconcilié les râleurs avec l'acte de construire. Alors bon, le système de décision n'est pas tout à fait le même à Marseille. Oui, c'est vrai. Oui. Le maire est installé pour plus longtemps, notamment. Oui, il a un pouvoir de décision qui n'est pas tout à fait... enfin, qui est ce qu'il est. Alors, on espère bien qu'il y a des choses qui vont sortir sur le PAV. Il y a d'ailleurs un dossier qui est aujourd'hui en cours et qui pourra, je pense, se concrétiser dès qu'on aura notre fameux PDQ. C'est celui de la Marbrerie, donc l'immeuble de la Marbrerie, sur lequel les études ont été poursuivies et donc qui sera, je pense, prêt à être déposé en termes d'autorisation de construire dès que le PDQ sera adopté. Donc là, on a une première pierre, on va dire, fort heureusement lancée il y a déjà un petit moment et qui pourra effectivement nous donner du concret. Après, Yann Bockstad l'a évoqué, il y a un MEP qui est en cours à l'Étoile, et puis il y a aussi sur la caserne des Vernets un concours qui est en cours, un concours investisseur architecte. Là aussi, c'est du concret. Alors la caserne sera libérée en 2020. Donc on ne verra rien sortir avant 2020, mais c'est quand même un horizon qui est relativement proche. Et on est maintenant dans des choses qui sont plus concrètes et qui vont, là, en tout cas, donner prioritairement des constructions. Ça, c'est maintenant assez certain. Très bien, merci. Alors encore un mot à Yves Créteny. Je voulais juste aborder un point qui n'a pas été abordé aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, c'est le point de l'horizon de planification. Et une des difficultés que l'on a aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'a évoqué Isabelle Giraud maintenant, on a des organes publics qui pensent à horizon de planification, on va dire 5 à 10 ans, et puis des entreprises qui, elles, bien entendu, dans leurs décisions d'investissement, réfléchissent sur des horizons temporels beaucoup plus courts, 6 mois, 3 ans, ça dépend des cas. Une des grandes difficultés dans laquelle on est aujourd'hui, et les entreprises le sont en particulier, c'est de conjuguer ce qui relève de la planification à plus de 10 ans de ce qui relève la décision d'investissement de l'industriel à 1 an. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'industriel pour prendre une décision d'investissement alors qu'on ne sait pas exactement comment la démarche globale avance? Ça, je crois que c'est une des complexités importantes. Je crois simplement que la marge d'incertitude aujourd'hui est en train de diminuer. Ça veut dire qu'en fait, les deux horizons temporels, avec le travail qui est en train d'être fait, tendent à se converger et qu'on entre dans la phase dans laquelle les décisions vont devoir être prises. Je pense que c'est maintenant que réellement on a suffisamment de certitude sur la planification pour que les industriels, sérieusement, s'interrogent sur réinventer leur futur, soit dans le PAV, soit ailleurs, si c'est possible pour eux. Oui, encore un mot, Madame Giraud? Oui, parce que je partage totalement ce qui vient d'être dit par Yves Créteny. Il y a au niveau des concrétisations, des bâtiments concrets, des choses qui sortent aussi à la périphérie. Hein. Il y a l'opération de Sovalp qui va quand même donner beaucoup de surface d'activité. On a aussi des opérations de logement sur Sovalp aussi. Donc on a là aussi des choses qui sortent concrètement. Et on commence à voir poindre des opérations qui offrent des opportunités aux entreprises si elles s'interrogent sur une délocalisation à l'intérieur du PAV. Et puis il y a des choses concrètes qu'on a citées, que Yves Créteny a citées tout à l'heure, à l'extérieur du PAV, bien évidemment. Très bien. Eh bien, je crois que sur ces paroles positives, nous pouvons conclure notre session des pieds dans le PAV, 2e édition. Je remercie Mesdames Giraud et Luyet, Messieurs Borgstedt, Balestra et Créteny. Je ne sais pas si Philippe Moschinger veut dire quelques mots enfin. Non, il ne veut pas. Alors il reste à la disposition de ceux qui auraient besoin d'un partenaire immobilier. Nous ne citerons aucune marque ni aucune raison sociale pour développer ou pour valoriser leur projet immobilier. Voilà, merci à tous de votre participation et bonne journée.